En avril 2026, une actrice super célèbre, surtout connue pour avoir encaissé des coups, traversé des vitres et carrément redéfini l'héroïne d'action en France, s'est noyée. Ouais, dans un silence absolu, au fond d'une piscine parisienne. Et ce qui est fou, c'est que le véritable choc pour le public, c'était pas seulement l'annonce de sa mort à 57 ans. C'était le secret vertigineux, gardé pendant près de 20 ans qu'elle a emporté avec elle. Un secret qui, honnêtement, nous oblige aujourd'hui à relire tout son parcours d'une manière complètement différente. On réalise que l'histoire qu'on nous servait, c'était une fabrication super sophistiquée. Pour masquer une réalité médicale effroyable, exactement. Et c'est pour ça qu'on fait cette plongée aujourd'hui. Moi, je suis votre hôte habituel, et mon but, c'est de guider notre analyse. Et moi, en tant qu'experte, je suis prête à décortiquer tout ça avec toi. Parce que la mission de notre décryptage d'aujourd'hui dépasse la simple biographie. Clairement. Alors pour ceux qui nous écoutent, on ne s'est pas basé sur du vent. On a épluché des articles d'investigation de gala, des archives du Journal de Québec et des explications médicales super pointues du site esanté.fr. Sans oublier la source principale qui a déclenché pas mal de choses, la retranscription d'un documentaire YouTube très fouillé de la chaîne Icône et Silence. Absolument. Le but, c'est vraiment de séparer le mythe de la réalité et de comprendre ce que ce silence nous dit sur l'industrie du cinéma. Mais avant de parler de la chute, il faut qu'on parle de l'ascension de Nadia Fares. Ouais, parce que son parcours de base n'est pas du tout classique. Elle sort pas du conservatoire parisien, tu vois. C'est ça. Elle débarque avec une énergie hyper atypique. Elle est née en décembre 1968 à Marrakech, d'un père marocain et d'une mère arménienne. Et elle grandit sous le soleil de Nice. Son arrivée dans le monde artistique, c'est un peu par tâtonnement au début. Bah oui, parce qu'elle commence par la chanson, non ? Exactement. En 1989, elle sort un titre qui s'appelle « Et moi je veux ». Et ensuite, elle bifurque super vite vers la télé en 1990 avec la série Navarro. Ce qui, à l'époque, est un super tremplin. Mais on sait que ça peut vite t'enfermer dans une case télévisuelle. Sauf qu'elle ne s'y attarde pas. Elle trouve sa place au cinéma dans les années 90 avec des réalisateurs comme Alexandre Arcadi ou Claude Lelouch. Mais le vrai tournant, le moment où le mythe physique se forge, c'est l'an 2000. Les Rivières pourpres. Voilà, le film de Mathieu Kassovitz. Elle crève l'écran face à Jean Reno et Vincent Cassel. Et elle n'est pas juste là pour donner la réplique, quoi. Non, elle impose une intensité physique de dingue. Il faut se rappeler que le cinéma français de l'époque était très centré sur le texte, très bavard, et elle arrive avec une physicalité brute. Et ça s'accélère encore avec Need Gap en 2002. Un film d'action pur. Elle prend des rôles qui, historiquement, auraient été écrits pour des mecs. Elle apporte cette dimension que les critiques de l'époque appelaient la dimension anglo-saxonne. Ouais, elle saute, elle court, elle manie des fusils à pompe, elle transpire, elle est invincible, quoi. C'est exactement ça. Elle sculpte cette image. Mais du coup, j'ai une théorie là-dessus. Est-ce que cette image de femme d'action, c'est pas finalement le piège parfait ? Comment ça ? Au moment où elle devient la référence absolue de la force physique au cinéma, elle pose sans le savoir les bases qui vont l'empêcher d'avouer sa maladie plus tard. Le public n'aurait jamais pu y croire. Ah oui, c'est très juste. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Notre cerveau refuse d'intégrer l'idée qu'une héroïne invincible puisse être malade. Et elle avait capté que cette image, c'était son fonds de commerce. C'est fou. Donc, on avance dans le temps. Début des années 2000, elle est au sommet. Hollywood l'appelle. Elle tourne dans Rogue en 2007 avec Jet Li et Jason Statham. Une vraie consécration internationale. Et en même temps, elle épouse un producteur américain, Steve Chasman, qu'elle avait rencontré via Luc Besson. Elle s'installe à Los Angeles, elle a 2 filles, Shanna et Cilia. Et là, plus rien. Silence radio total. Elle disparaît des radars en France. Et le plus dingue, c'est que tout le monde a gobé la version officielle. Ouais, le récit médiatique disait simplement qu'elle avait sacrifié sa carrière pour sa famille. Et elle l'a même validé elle-même dans de rares interviews en disant qu'elle suivait son cœur. Exactement. C'est l'alibi ultime. On trouve ça d'une logique implacable sans jamais chercher à creuser plus loin. Et le fait d'être à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de la presse française, ça offrait un vrai bouclier. Tout le monde imaginait juste la belle vie hollywoodienne, sous les palmiers. Alors qu'en fait, derrière les murs de sa villa, c'était un cauchemar absolu, un vrai huis clos médical. Et on découvre tout ça seulement en janvier 2026. Dans cette fameuse interview Confession pour Gala, c'est là qu'elle lâche le morceau, 3 mois avant son décès. Et ce qu'elle raconte, c'est un vrai coup de massue. En 2007, juste après la naissance de sa 2e fille, elle reçoit un diagnostic terrible, un anévrisme cérébral massif. Elle parlait d'ailleurs d'une véritable bombe à retardement dans sa tête. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas médecins, qu'est-ce qui se passe concrètement avec un anévrisme de ce type ? Eh bien, il faut imaginer les artères du cerveau comme un réseau de tuyaux sous pression.
Un anévrisme, c'est une zone de faiblesse sur une paroi. Avec la pression du sang, ça gonfle comme un petit ballon. Et plus ça gonfle, plus c'est dangereux. Voilà, la paroi s'affine. Le danger, c'est pas le ballon, c'est la rupture. Si ça cède, c'est l'hémorragie cérébrale. Et ces médecins disaient que c'était loin d'être petit. Le risque de rupture était imminent. Donc neurochirurgie d'urgence pour désamorcer ça, on se dit « ouf, c'est réglé ». Mais les sources montrent que ce n'était que le début de la galère. L'anévrisme, en fait, c'était juste le symptôme d'une défaillance vasculaire globale. Entre 2007 et 2011, donc en seulement 4 ans, elle va subir 3 opérations cardiaques majeures. Attends, 3 opérations du cœur en 4 ans. Oui, son corps, qui était son outil de travail, est devenu un vrai champ de bataille. Ça me fait penser à une métaphore, c'est comme la façade d'un super bâtiment historique. De l'extérieur, tout est classé, intact, prêt pour les photos. Mais à l'intérieur, les poutres et la plomberie sont en train de s'effondrer. C'est une excellente image. Et elle se retrouve à faire des travaux colossaux de nuit en secret pour que personne ne remarque que le bâtiment menace de s'écrouler. Mais psychologiquement, pourquoi ce silence? Pourquoi s'isoler comme ça? Le documentaire d'Icône et Silence l'explique très bien. C'est un problème systémique. Aux États-Unis, chaque film dépend d'une assurance. Les assureurs évaluent les risques de chaque acteur. Ah, je vois où tu veux en venir. Si Hollywood apprend qu'elle a eu des chirurgies cardiaques, Elle devient inassurable, tout simplement. Les primes explosent ou on lui refuse la couverture. Une actrice d'action avec un cœur fragile, c'est la fin immédiate de sa carrière. donc la vérité médicale aurait détruit sa viabilité professionnelle. Exactement. Montrer sa vulnérabilité dans cette industrie, c'est un arrêt de mort professionnel. Elle a donc choisi cette solitude totale pour garder sa dignité et protéger son image. C'est fascinant ce niveau de contrôle. Et le pire, c'est que cette résilience finit par payer, parce qu'elle s'en sort. Elle se sépare de son mari et, en 2022, elle rentre en France. Et là, c'est la renaissance. Entre 2016 et 2026, elle revient progressivement, mais en changeant de registre. Fini les cascades et les fusillades. Voilà. Elle joue des femmes de pouvoir, froides, stratégiques, dans la série Marseille sur Netflix ou dans Les Ombres Rouges et Luther. Le public valide totalement cette nouvelle direction. Et le summum de ce retour, ça devait être en septembre 2026. Son premier film en tant que réalisatrice et scénariste avec les studios TF1, elle reprenait vraiment le contrôle de sa vie créative. Et pour se préparer physiquement à ça, pour entretenir ce cœur fragilisé, elle faisait beaucoup de natation, 4 fois par semaine. Ce qui nous mène tragiquement à la journée du 11 avril 2026. Un samedi, elle est à la piscine de son club de sport, rue Blanche, dans le 9e arrondissement. Elle nage avec ses palmes et sa planche, comme d'habitude. Et là, d'un coup, elle lâche tout et coule à pic. Tant le moindre bruit. Le site santé.fr utilise un terme très précis pour ça. Il parle de noyade silencieuse. Il faut vraiment qu'on explique ça parce que c'est l'opposé de ce qu'on voit dans les films. Oui, le cinéma nous a habitués à la noyade spectaculaire, la personne crie, tape dans l'eau, se débat. Mais la réalité médicale, surtout après un malaise cardiaque, c'est très différent. Alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement sous l'eau? L'effort de la nage, combiné à la pression de l'eau sur un cœur malade, provoque une syncope foudroyante. Le cerveau est instantanément privé de sang. Elle perd connaissance en une fraction de seconde. Donc elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur ou de réagir. Non, ses réflexes de survie n'ont même pas pu s'enclencher. Tous ses muscles se sont relâchés d'un coup. D'où les témoignages glaçants des autres nageurs. Les gens croyaient qu'elle faisait de l'apnée parce qu'elle était dans une sorte de posture de yoga au fond de l'eau. Il n'y a eu aucun signal d'alarme. Et c'est ça qui est fatal. À cause de cette absence de lutte, elle reste immergée entre 3 et 4 minutes. L'hypoxie sévère s'installe. Sans oxygène, les cellules de son cerveau commencent à mourir. Les nageurs finissent par la remonter, ils font un massage cardiaque, ils utilisent un défibrillateur en attendant le SAMU, mais le mal est fait. Elle est emmenée à la Pitié-Salpêtrière. Les médecins la mettent tout de suite dans un coma artificiel pour refroidir son corps et tenter de protéger son cerveau. Mais après un combat de 6 jours en réanimation, elle décède le vendredi 17 avril. C'est d'une cruauté insoutenable. L'eau, qui était sa thérapie pour guérir, s'est transformée en quelques secondes en théâtre de sa fin. Et quand la nouvelle tombe, c'est une onde de choc massive. Parce que l'interview de gala sort presque au même moment. Le public découvre simultanément sa mort et tout son calvaire secret. Ses filles, Shanna et Cilia, ont d'ailleurs publié un communiqué très digne. Elles ont dit « La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre. » Une phrase qui remet bien les choses en perspective. C'est clair.
Et ça nous amène au vrai héritage de Nadia Farez. Ce n'est plus juste l'héroïne d'action. C'est une femme qui a lutté dans l'ombre contre son propre corps. Mais ça pose aussi un diagnostic terrible sur l'industrie du divertissement. Oh oui, parce que le cinéma l'avait rangée dans la case gloire du passé, parti élever ses enfants. Cette industrie est une machine qui jette les gens à la moindre égratignure. Le documentaire sur YouTube insiste beaucoup là-dessus. Elle savait que le cinéma pénalise la pitié. Elle disait elle-même qu'elle refusait de geindre. Ce n'était pas de la fierté mal placée, tu vois. Elle connaissait juste parfaitement les règles du jeu. C'est une usine à fantasmes qui exige la perfection. C'est ce qui rend cette histoire si marquante. Elle a transformé un corps mutilé en un instrument de renaissance. Mais elle a été fauchée pile au moment où elle allait enfin imposer sa propre vision, derrière la caméra. Libérée des rôles qu'on lui imposait, c'est vraiment la définition de la tragédie. Et pour terminer notre décryptage d'aujourd'hui, je voudrais soulever une dernière réflexion. Au final, Nadia Farez a dû jouer le rôle le plus exigeant de sa vie en dehors des plateaux. Le rôle de la femme en parfaite santé, profitant du soleil californien. Exactement. Juste pour survivre au regard de son milieu. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été transparente en 2007 ? C'est la grande question. Si elle avait révélé la vérité, le public aurait sûrement été bouleversé et hyper bienveillant. Oui, on est dans une époque qui réclame de l'authenticité. Mais l'industrie, les banques, les assureurs, ils l'auraient purement et simplement effacé du système. Son silence prouve bien que le droit à la vulnérabilité n'existe pas dans ce milieu. Et ça nous laisse sur une interrogation assez vertigineuse. Est-ce que notre société accordera un jour à ces figures publiques le droit d'être humainement fragiles sans que ça signe la fin de leur carrière ? Pas sûr que ce soit pour tout de suite. En tout cas, l'illusion de l'armure indestructible, c'est un mensonge super lourd à porter. Mais la vraie force, finalement, c'est peut-être cette capacité extraordinaire à continuer d'avancer quand toute la structure menace de s'effondrer. Merci de m'avoir accompagné pour cette plongée. Merci à toi, c'était passionnant.